il y aura de la neuroradio avec Dr Sarah Goussi qui s'occupe de faire un très beau programme de neuroradio. On va passer toute la journée sur Zoom, là. Ouais, voilà. Ça va finir à 5 cours par jour. On va devenir fou, en fait. Ouais. Bah, ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de suivre tous les cours parce que c'est plus possible. Hein. Ah bah non, là. Ah, on me réclame un cours sur l'IRM de prostate, David. Ah bah, c'est prévu. Ah bah, voilà. Dernière semaine, normalement, il y a de l'uro. Il y a 3 cours d'uro. Non, alors je le dis parce que je reçois beaucoup d'adresses mail, beaucoup de mails, je veux dire, sur l'enregistrement des cours et les cours en différé. Malheureusement, non. L'idée, c'est vraiment de faire les cours en live et que vous puissiez y participer. Je suis désolé pour ceux qui peuvent pas, mais voilà, j'ai pas commencé à organiser parce que si je commence à envoyer les cours en différé, tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on envoie ces cours en différé, tout le monde ne veut pas qu'on enregistre. Puis les gens veulent bien qu'on enregistre, mais je les envoie aux gens s'ils veulent, ils peuvent eux-mêmes les diffuser, mais moi je prends pas la responsabilité de diffuser les cours. Et j'y ai fait avant l'heure, ouais. Il y aura des problèmes. Quelle heure il est, Laetitia? 11h? Il est 11h. Tu veux attendre encore un peu peut-être. Il y a encore des gens qui se connectent? Ouais. Ouais, il y a encore des gens qui se connectent? Ouais. Ah mince, ça recommence. Votre connexion Internet est instable, ça me le redit. Tu m'entends bien pourtant? T'entends un peu moins bien, mais ça va. C'est chiant. Bon, écoute, on va espérer que ça marche. Ah, ça y est, vous m'avez perdu. Non, vous m'avez perdu ou pas? Vous m'avez perdu? Ça va, on t'entend. Laetitia? On t'entend, mais je crois que ça recommence, Okay, tu ne l'entends pas et nous on t'entend. Ouais, bon, écoute, je continuerai, tu me diras. Je t'appelle si jamais Ouais. tu parles dans le vide. Est-ce possible d'enregistrer, mais parfois on ne peut pas être présent? Oui, je sais que vous ne pouvez pas être présent, mais voilà, je peux pas. Encore une fois, j'enregistre et j'envoie les cours aux gens. Donc, si vous voulez les récupérer, vous les contactez. Mais je peux pas commencer à gérer la diffusion des enregistrements, c'est trop compliqué. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord pour qu'on les diffuse après. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour l'instant, non, c'est pas prévu. Peut-être dans un second temps, mais c'est pas prévu. Après, voilà. Hop. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Allez, quelle heure il est? 11h02, allez, c'est parti. On va commencer par un premier. Donc, l'idée, c'est de faire des cas cliniques. Donc, attendez, je sais pas si c'est ça. L'idée, c'est de faire des cas cliniques sur la cheville et le pied. Donc, j'ai fait 10 cas cliniques. J'ai essayé de noter vraiment les messages importants pour chaque cours. Voilà, donc pour chaque cas clinique, de retenir quelques notions importantes. Donc, on va essayer de faire ça. On va commencer par un premier cas clinique. Attendez. Voilà. Donc, c'est un patient âgé de 40 ans, d'origine africaine, qui présente une volumineuse tuméfaction. Je vais juste réduire ça parce que ça me gêne. Voilà. Une volumineuse tuméfaction pleureuse de la voûte plantaire droite, qu'on voit ici, qui évolue depuis 3 ans. Donc, il a commencé par avoir une échographie. Donc, voilà, sur l'échographie, on retrouve ça, une masse un peu cérébriforme, qui est très superficielle. Voilà. Et puis, on retrouve David, effectivement une hyperémie au Doppler couleur sur cette masse. Comment? Non, on voyait pas ton écho, Comment? mais ça a l'air d'être en décalé. C'est bon? Ouais, c'est bon, pardon. Et là, c'est bon? Ouais. Ok, voilà. Et donc là, on lui fait une IRM. Et donc, vous voyez, pareil, sur cette IRM, on retrouve, pareil, cette masse. Bon, je vais la décrire un petit peu quand même. Hein. Donc, en iso-signal T1 au muscle, voilà, avec cet aspect un peu cérébriforme, en fait, qui semble infiltrer la ponévrose plantaire. Et puis, en hypersignal T2. Et donc, rehaussé par le gadolinium, comme on voyait l'hyperémie au Doppler couleur. Voilà, on voit les séquences sagittales maintenant. Donc, voilà, on voit effectivement que ça infiltre la ponévrose plantaire et donc que ça reste superficiel. Donc, je vous demande maintenant de répondre à ce premier sondage pour le cas numéro 1. Alors, hop. Tu peux le lancer? Ouais. C'est bon, ça se voit? Ouais, vas-y. Allez, c'est Moi, je parti. le vois en tout cas. Ah, il y a une grosse réponse qui… Ah bah oui, ça m'étonne pas.
Oui, alors, ouais, juste, c'est vrai, ne donnez pas vos réponses dans la barre de. Ça sert à rien, en fait, de donner les réponses dans la barre, parce qu'on fait des sondages, et puis je vais demander aux gens de répondre, donc vous gâchez un peu le plaisir des autres. C'est dommage. Voilà, alors effectivement, c'est un premier cas facile, ça va être plus difficile, hein, secondairement. Bon, allez, Donc, j'arrête le vas-y, vote. vas-y, si c'est très, très. Vas-y. Tu le Hop. partages? Voilà, d'accord. Donc, il y a assez peu de doutes. Donc, effectivement, c'était bien ça, c'était bien une fibromatose plantaire. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'elle est très volumineuse. Tu peux arrêter le partage, Laetitia. C'est bon? Donc, ce qui est Bon, important, hein. ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'elle est très, très volumineuse. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui permet de vraiment définir ce que c'est une fibromatose plantaire? C'est l'aspect un peu cérébéforme, le fait qu'elle infiltre vraiment la ponévrose plantaire et le fait qu'elle respecte voilà, le plan musculaire profond. Elle infiltre pas les muscles. Et ça, c'est vraiment un argument qui nous permet d'éliminer une lésion maligne, un diagnostic différentiel type sarcome. Donc voilà, donc je vais juste voilà les points clés, les caractéristiques à retenir sur la fibromatose plantaire. Donc ce qui peut aider quand on a un doute, c'est le fait qu'elle soit bilatérale. Donc souvent elle atteint les deux pieds et souvent si on regarde bien toute la ponévrose plantaire, on verra qu'il n'y a pas un seul nodule de fibromatose plantaire ou de lédrose, c'est souvent multiple. Une autre chose, c'est imaginons qu'en échographie parfois ça peut arriver, on doute avec une aponévropathie corporeale, un épaississement nodulaire d'autre origine. La localisation du lédrose c'est distal. En fait, elle est en regard de la base des métatarsiens, au contraire de la ponévropathie corporeale qui va plutôt être proximale, proche de l'insertion. Donc ça, c'est au niveau de la localisation. Au niveau de la sémiologie, c'est un épaississement nodulaire et infiltrant la ponévrose plantaire superficielle. Il n'y a pas d'extension aux muscles sous-jacents. Donc vous voyez là, on voit bien, même un autre cas, on voit que ça infiltre bien la ponévrose, mais les muscles sous-jacents sont respectés. Donc voilà, on voit vraiment que les muscles sous-jacents sont respectés. L'aspect cérébriforme, comme je vous disais, et donc, en fait, en fonction de l'âge de la fibromatose et de la maladie de Ledrose, on peut avoir une prise de contraste et un signal qui va varier. Donc, il va être plus en hypersignal, plus il est jeune, et il peut parfois se rehausser. Donc, il ne faut pas du tout être embêté par le fait que ça se rehausse, que ça prenne le contraste, ou que ça prenne le Doppler couleur, comme on voyait sur l'examen échographique. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, Laetitia, sur ce premier cas clinique? Non, pas pour le moment, mais peut-être que ça va venir. D'accord, ok. Donc ça, c'est un premier cas clinique. S'il y a une question, David, comment tu peux éliminer un synovialosarcome? Bah, comme je disais, alors, dans ce cas-là, ce n'était pas vraiment le cas, mais déjà, c'est la localisation. Ça veut dire, est-ce que c'est multiple? S'il y en a plusieurs, c'est certain que ça élimine, en un. En deux, c'est le fait que ça respecte la ponévrose et ça respecte les plans musculaires, ça infiltre pas du tout les plans musculaires et les autres zones. D'accord? C'est vraiment l'image typique de fibromatose avec l'aspect cérébriforme et l'infiltration de la ponévrose plantaire. Et autre question, est-ce que tu injectes toujours? Non, j'injecte pas toujours. Celui-là, il était assez exceptionnel, il a été publié. C'est pour ça, je pense qu'on a fait un protocole vraiment complet. Mais non, si c'est typique, j'injecte jamais. Et est-ce que ça t'arrive de biopsier? Non. Quand c'est typique, je biopsie pas. Ouais. Celui-là, peut-être a été biopsié, pareil pour la publication, je suis même pas sûr. Mais non, je biopsie pas. Enfin, celui que j'ai montré, celui-là est plus petit, on les biopsie pas. Et une question de traitement, est-ce que tu les infiltres? Non. Souvent, c'est pas douloureux, hein, donc ils sont traités chirurgicalement s'ils sont gênants. Mais on les infiltre pas. C'est souvent peu douloureux la fibromatose. D'accord? Ouais. Allez, on passe au cas suivant. Donc, ça me permet juste de vous parler un petit peu de la ponévrose plantaire. Donc, il faut savoir que dans la ponévrose plantaire, il y a 3 faisceaux. D'accord? Le plus important, c'est le faisceau central. C'est celui qui est vraiment concerné par la pathologie de la ponévrose. Et c'est le plus épais. Il fait environ 4 mm. Ensuite, on a 2 autres faisceaux qui sont moins importants. Ils sont beaucoup moins concernés par la pathologie. On a le faisceau latéral, donc qui est moins épais, 2,3 mm, et le faisceau médial. Donc, en fait, voilà, la ponévrose plantaire, j'ai un peu travaillé dessus. Donc voilà, en fait, on classe les différentes pathologies en fonction de la localisation. Donc, au niveau de l'insertion, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur la ponévrose plantaire? Plutôt des anthésopathies qui peuvent être soit mécaniques, soit inflammatoires. On va y revenir. Au niveau corporeal, on peut rencontrer donc ce qu'on appelle l'aponévropathie, qui, elle, est toujours mécanique et jamais inflammatoire. L'atteinte inflammatoire est surtout au niveau de l'insertion. Et puis, au niveau distal, plutôt la fibromatose. Donc, ce qu'on vient de voir, la fibromatose plantaire, la maladie de Ledrose. Et bien sûr, on peut retrouver des ruptures au niveau de chaque zone de la ponévrose, même si elle est plus fréquente au niveau de l'insertion. Donc, on va justement s'intéresser à l'anthésopathie. Voilà, je vous présente le cas 2, c'est un cas un peu différent. En fait, c'est 3 cas, 3 patients qui présentent pour des thalalgies plantaires. Et en fait, la question, c'est de savoir, voilà, quelle est la cause? Est-ce que c'est une anthésopathie inflammatoire ou une anthésopathie
mécanique. Voilà les cas A, B et C. Donc là, je vous laisse regarder tranquille. Voilà, maintenant, vas-y, je te laisse lancer le sondage. Alors, c'est un peu compliqué, il faut un peu de temps. On va peut-être laisser un peu plus de temps pour Alors, répondre. hop, comment ça se donne? Ok. Il y a 2 réponses qui se détachent plus. Je laisse encore Ouais, là, ça laisse une petite un minute. petit peu de temps et puis. C'est moins tranché que la première fois. Bon. Pas mal de gens. Voilà, ça va être de moins en moins facile. J'espère que ça va pas être tout le temps trop tranché, sinon ça veut dire que c'est trop facile. Hop. Allez, j'arrête le vote et je partage. Vas-y. C'est bon, tu vois? D'accord. Alors, moi, je me souviens plus quelle est la bonne réponse. D'accord. Donc, sur le cas A, donc on va y revenir. Donc, sur le cas A. D'accord, ok. Donc, sur le cas En gros, A. il y a 2 et 4. Voilà ça. Donc, sur le cas A, tout le monde est d'accord que c'est mécanique. Moi aussi, je suis plutôt d'accord, c'est mécanique sur le cas A. Sur le cas B, tout le monde est d'accord que c'est inflammatoire. On est d'accord, vu que c'est 2 et 4 qui sortent. Par contre, en fait, là où les gens sont un petit peu, sont pas vraiment d'accord, c'est sur le cas C. Est-ce que c'est inflammatoire ou est-ce que c'est mécanique? Toi, Laetitia, t'en penses quoi? Je t'embête, je suis désolé. Je te fais participer. T'aurais dit quoi, toi? Bah, j'aurais dit peut-être plutôt mécanique, mais il n'y a pas. Voilà. Bah, t'as bien répondu. T'as bien répondu. En fait, l'idée, c'est qu'il faut comprendre que c'est très difficile de différencier l'antésopathie inflammatoire de l'antésopathie mécanique. Il y a beaucoup d'articles qui s'y sont intéressés, notamment en échographie, et il y a aucun argument qui permet de différencier cliniquement, échographiquement. D'accord? En IRM, il y a peu d'articles qui sont sortis, et en fait, j'en parle parce que nous, on a fait une étude dans le service, on s'est intéressé à l'œdème osseux. Est-ce que l'œdème osseux est un signe qui permet de dire, voilà, cette antésopathie elle est plutôt inflammatoire que mécanique? Alors, en vérité, oui, mais c'est pas la présence d'œdème osseux, c'est l'extension de l'œdème osseux. Et ça, vous l'avez bien compris, puisque vous voyez que dans le cas A, même s'il y a un petit peu d'œdème osseux, vous avez quand même en grande majorité répondu que c'est mécanique. Donc, l'œdème osseux, il est présent dans les antidopathies mécaniques, aussi bien que dans les antidopathies inflammatoires. Donc, c'est pas un argument suffisant. Par contre, l'extension de l'œdème osseux, lui, est un argument qui va plutôt orienter vers une atteinte rhumatismale. D'accord? Donc, vous voyez, dans le cas B, vous l'avez compris, on a une aponévrose qui est quasiment normale et un œdème osseux très étendu. Vous avez tous répondu inflammatoire et vous avez bien fait. C'est une antésopathie inflammatoire. Le cas C, il vous a posé problème. Pourquoi? Parce qu'on a un œdème qui est très étendu. D'accord? Alors oui, on a un œdème qui est très étendu. Mais pourquoi, Laetitia, pourquoi toi, tu as dit que c'était plutôt mécanique, malgré que l'œdème soit très étendu? Que l'attente de l'aponévrose est aussi étendue, donc de l'anthèse. Voilà, exactement. Mécanique, En fait, c'est logique qu'il y ait on beaucoup ne de. peut pas dire comment. C'est corrélé le degré En fait, d'atteinte. voilà, exactement. En fait, on peut dire qu'une atteinte, voilà, exactement. On peut dire qu'une atteinte est rhumatismale si l'œdème est très étendu. D'accord? La présence d'œdème ne suffit pas du tout. Par contre, l'œdème étendu suffit plus ou moins. Mais il doit être associé à une éponévrose qui est normale ou subnormale. Sinon, on va dire que l'atteinte de l'aponévrose marquée peut être associée également à un œdème très étendu. Donc nous, comme je vous disais, on a une étude dans le service où on s'est intéressé à l'histoire naturelle et en fait à la physiopathologie des antézopathies. Et en fait, elles diffèrent et c'est ça qui va expliquer ces constatations en imagerie. Pour ce qui est de l'atteinte inflammatoire, en fait, dans le rhumatisme, c'est une maladie du fibrocartilage. Donc, elle va d'abord commencer au niveau de l'os, proche du fibrocartilage, et c'est secondairement qu'elle va s'étendre à l'aponévrose plantaire. Donc, c'est normal que l'atteinte débute par un œdème osseux, avec une aponévrose normale, et qu'elle s'étende secondairement à l'aponévrose. Par contre, c'est complètement le contraire dans l'atteinte mécanique. C'est d'abord une atteinte de l'aponévrose, des microtraumatismes, des micro-ruptures, un épaississement de l'aponévrose, et secondairement seulement un œdème osseux qui va apparaître. D'accord? Donc, en gros, il faut comprendre que dans la mécanique, c'est plutôt l'aponévrose que l'œdème, que dans l'inflammatoire, c'est plutôt l'œdème que l'aponévrose. Et donc, un œdème osseux est un argument étendu, est un argument
pour parler d'une entésopathie inflammatoire, mais il doit être associé à une éponévrose qui est normale ou subnormale pour pouvoir, on va dire, être un argument assez fort. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, dans notre étude à nous, on avait décidé de mesurer l'étendue de l'aponévrose sur l'ensemble des coupes. Et en fait, on avait conclu qu'un œdème osseux de plus de 16 coupes, avec une aponévrose qui était de moins de 5,7 mm, était un argument fort pour dire qu'il s'agissait d'une atteinte inflammatoire. Donc voilà, donc l'idée à vraiment retenir, c'est ça, c'est œdème osseux étendu, oui, mais avec une aponévrose qui soit pas trop épaissie, normale, subnormale, ou en tout cas pas trop pathologique. Or, dans le cas que je vous montre ici, vous voyez très, très aisément que l'aponévrose est très, très pathologique. Donc, l'œdème osseux étendu ne permet pas de justifier, enfin de poser le diagnostic d'atteinte inflammatoire. Donc, la bonne réponse était bien la réponse 4. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas? Il y a Amandine qui dit que sur le C, on dirait qu'il y a une érosion. Donc, ça peut être piège. Alors, il faut savoir que les érosions, ça n'a pas été retenu comme un diagnostic comme suffisant pour parler non plus de rhumatismal. Dans les entézopathies chroniques très évoluées, on peut retrouver des érosions et ça ne permet pas de porter le diagnostic d'entésopathie inflammatoire de manière certaine aussi. Donc, tu ne peux pas te servir des érosions pour dire que c'est une atteinte rhumatismale. Ça peut être un argument, mais ce n'est pas suffisant. Oui, alors après, je répondrai après parce qu'il y a beaucoup de questions. On verra après, tu me diras, Laetitia. Oui, je te dis. Il y a une question. Alors voilà, donc sur la rupture. on a parlé de la pathologie de l'aponévrose, donc elle peut être en hypersertion. Comment? Non, vas-y, continue. Donc, on a parlé de l'atteinte de l'aponévrose, d'accord? On sait que l'aponévrose, elle peut être donc pathologique au niveau de son insertion, plutôt l'antésopathie, au niveau de son corps, plutôt l'aponévropathie, d'accord, qui est tout le temps mécanique, et plutôt au niveau distal, la fibromatose, d'accord? Mais devant des plantalgies, il y a deux diagnostics différentiels qu'il faut savoir évoquer. Et si on a des ponévroses plantaires normales comme dans ce cas, il faut savoir dire voilà, trouver des diagnostics différentiels. Donc, j'ai mis deux diagnostics différentiels fréquents. Et je vous laisse répondre dans la boîte de conversation, le premier qui trouve. Alors, allez-y pour le diagnostic. Allez-y. Numéro 3. Thrombose veineuse profonde. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé. Voilà. Bon, c'est facile parce qu'en plus, j'ai centré l'image dessus, hein, donc c'est pas très difficile, mais effectivement, on voit bien là ici, on voit qu'il y a une infiltration des parties molles, on voit qu'il y a un thrombus intraluminal, une dilatation de la lumière de la veine. Donc, clairement, c'est une thrombose de la veine plantaire et c'est un diagnostic qu'il faut savoir évoquer quand la ponévrose plantaire est normale. Je vous ai mis un deuxième cas, pareil, allez-y, boîte de conversation. Bon, c'est facile, hein. Baxter. Voilà, très bien. Aline Baxter. Alors, honnêtement, un Baxter à ce stade, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je remercie le docteur Benoît Capon qui me l'avait envoyé il y a quelques temps. Parce que le Baxter, on le rencontre quand même très souvent au stade chronique. Ça veut dire au stade où il y a de la dégénérescence graisseuse et on retrouve assez rarement l'œdème osseux, l'œdème musculaire et donc le stade où, en fait, il est symptomatique. Voilà. Donc, les deux diagnostics différentiels, c'est le thrombose de la veine plantaire. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, là, je vais t'expliquer, regarde, c'est juste là. Ça arrive, l'explication. Alors, donc, la thrombose de la veine plantaire, donc c'est le diagnostic différentiel de la ponévropathie. Tu as un thrombus intraluminal, une augmentation du calibre de la veine plantaire et une infiltration des parties molles au contact. D'accord? Le traitement, c'est pas les anticoagulants, c'est l'anti-inflammatoire topiques locaux. D'accord? Il n'y a pas d'anticoagulation à mettre parce que c'est très distal. Pour le Baxter, donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une atteinte du nerf calcanéen inférieur. Le nerf calcanéen inférieur, vous le voyez sur le schéma, il est juste ici. C'est une branche du nerf plantaire latéral, d'accord? Et il passe juste à côté de la ponévrose plantaire, de l'insertion de la ponévrose plantaire. Donc, il va être abîmé, traumatisé, et d'ailleurs, c'est souvent associé à l'antésopathie plantaire. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une atteinte, une dénervation du muscle adducteur du 5. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en T1 l'atrophie et la dégénérescence graisseuse, et au stade précoce, l'œdème osseux. Et donc, au stade précoce, ça peut faire des douleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que on le rencontre quand même assez rarement au stade précoce. Je sais pas ce que tu en penses, Laetitia. Oui, souvent, les muscles sont déjà complètement… Voilà, ça. Moi, honnêtement, j'en ai vu. On en voit pas mal. Si on fait gaffe, on en voit pas mal des Baxter. Surtout chez les patients qui ont plat, qui ont petit plantaire. On en voit pas mal. Mais c'est très souvent juste la dégénérescence graisseuse et en fait, c'est asymptomatique. Le caractère symptomatique avec l'œdème osseux au stade précoce,
l'œdème, excusez-moi, du muscle au stade précoce, je l'ai rarement vu. On le voit dans ce cas, il est assez joli, mais honnêtement, on le voit assez rarement. D'accord? C'est plutôt une dégénérescence graisseuse et un stade plutôt tardif. Donc voilà, c'est deux diagnostics différentiels de plantalgie autres que la pathologie de l'aponévrose plantaire. Voilà, la thrombose du duvet plantaire auquel il faut savoir penser, et puis la neuropathie de Baxter. D'accord? Alors, on va passer au cas numéro 4 maintenant. C'est un patient de 35 ans qui présente une thalasgie postérieure d'horaire mécanique. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Est-ce que le son est bon, Laetitia? Ça va, on t'entend bien. Ça va, d'accord, ok. S'il vous plaît, écrivez pas les diagnostics en bas parce qu'il va faire les sondages à chaque fois. Ouais. Il m'a mis en privé. On me l'a carrément mis en privé là, mais j'ai pas le temps de regarder vos diagnostics en privé. Je suis désolé, mais ça va être compliqué. Voilà. Donc voilà. D'accord? Donc le diagnostic, l'enjeu, il n'est pas tellement diagnostique. Voilà, vous avez fait un peu d'ostéo-articulaire, vous connaissez cette pathologie. Voilà, c'est pas très très difficile de trouver le diagnostic. On voit qu'il y a 3 choses qui permettent de trouver le diagnostic. Il y a une rupture des fibres antérieures du tendon d'Achille, une tendinopathie distale avec une rupture des fibres antérieures du tendon d'Achille. On voit très bien la bursite rétrocalcanéenne avec l'œdème des parties molles marquées et puis l'œdème osseux du rebord postéro-supérieur du calcanéus qui apparaît un peu saillant. Donc, ces 3 signes, ils permettent très facilement de poser le diagnostic de maladie de Haglund. D'accord? Ok. Mais moi, je vais vous poser des questions pour savoir si vous connaissez bien cette pathologie. D'accord? Donc, est-ce que tu peux faire le sondage deuxième? Ouais. Le deuxième. Hop. Donc là, c'est question à choix multiples, comme vous l'aurez compris. Exactement. C'est parti. Allez-y. Sondez. Ah mince. Là, vous n'avez pas vu. Alors, il y en a 2 qui sont en tête. Ouais. Largement? Ouais. Bon, les gens connaissent bien, alors. Bon, si c'est bien tranché. Il n'y a pas trop de suspense. Hop, je partage. Vas-y, partage. Ok, d'accord, on est d'accord. Donc, ils ont eu les réponses, les petits filous. C'est vrai qu'ils ont eu les réponses. Alors, vous avez bien répondu. Bon, vous avez eu des réponses, vous avez bien répondu, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Le pied creux est une cause de maladie de Haglund. On va voir juste après pourquoi. Et effectivement, l'infiltration de corticoïdes est strictement contre-indiquée. Donc, tu peux arrêter le partage, Laetitia, si tu veux. C'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un autre cas de maladie de Haglund. D'accord? Donc, on a les signes, on a l'œdème osseux, on a la rupture des fibres antérieures du tendon d'Achille, la tendinopathie distale, on a la bursite. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas le rebord postéro-supérieur saillant du calcanéus. D'accord? Il n'est pas saillant, il est normal. D'accord? Et en fait, chez ce patient, on a quand même suspecté une maladie de Haglund. Voilà, on s'est dit, voilà, ça ressemble quand même beaucoup à une maladie de Haglund, mais on est embêté parce qu'on n'a pas ce rebord postéro-supérieur saillant qui agresse la partie antérieure du tendon d'Achille. Donc, on comprend pas pourquoi il détruit ses fibres. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est le docteur Idan Gena, que je remercie, je pense qu'il m'écoute en plus, qui m'a donné ce beau dossier. Qu'est-ce qu'il a fait, Idan, parce qu'il est très fort? Il a fait ça. Il a fait un cliché en charge. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit que le calcanéus se verticalise et donc il vient agresser, malgré qu'il n'ait pas le rebord postéro-supérieur saillant, mais comme il se verticalise, il vient en fait agresser les fibres antérieures du tendon d'Achille. Et donc, c'est pour ça que c'est un facteur de risque de maladie de Haglund. Il y a le rebord postéro-supérieur saillant, ok, mais il y a aussi le pied creux avec le calcanéum qui se verticalise. Et donc, c'est pour ça que si vous faites juste une IRM et que vous voyez le patient arriver et vous suspectez un Haglund, mais que vous êtes embêté parce que vous n'avez pas le rebord postéro-supérieur saillant, vous lui faites faire des clichés en charge et vous devriez, normalement, théoriquement, tomber sur un pied creux, comme on voit là, il a clairement un pied creux, ce patient. Voilà. Donc, les points clés maintenant sur la maladie de Haglund, donc c'est le rebord postéro-supérieur saillant du calcanéus, les facteurs de risque, le pied creux, comme je l'ai dit, et vous voyez, voilà ce petit schéma qui nous permet de voir. Donc là, on voit la bourse qui protège un petit peu le tendon d'Achille, les fibrocartilages de part et d'autre, et en fait, si on verticalise, voilà, ils sont un petit peu comprimés, le calcanéus vient un petit peu abîmer et en tout cas traumatiser, micro-traumatiser les fibres antérieures du tendon d'Achille. Donc voilà, donc ça on l'a dit, les signes, je ne vais pas les répéter. Et j'insiste, l'infiltration de corticoïdes est strictement contre-indiquée. À un moment, on faisait
On disait qu'on pouvait éventuellement injecter des corticoïdes en mettant une botte plâtrée. Je m'en souviens plus du délai, mais voilà, quelques semaines par la suite. Honnêtement, dans toutes les communications que j'ai entendues récemment, c'est clair que toutes les infiltrations autour du tendon d'Achille sont contre-indiquées. Le risque de rupture est trop grand et surtout, pour avoir infiltré quelques tendons d'Achille, enfin quelques maladies de la Haglund avec la botte plâtrée, ils reviennent 3 mois plus tard, on va pas leur refaire de toute façon l'infiltration. Donc je pense que c'est pas une thérapeutique qu'il faut proposer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Laetitia? Mais si on a juste une bursite et pas un Haglund, on te demande si on peut infiltrer. S'il n'y a pas de rupture, s'il n'y a pas de maladie de Haglund, oui. S'il n'y a pas de pathologie du tendon d'Achille, peut-être. Après, faut être sûr que la douleur est bien raccordée. Mais effectivement, si ton Achille est normal, peut-être. Moi, je parle vraiment de la maladie de Haglund, où là, il faut vraiment pas infiltrer. Je sais pas. Plusieurs questions du coup sur la thérapeutique. Qu'est-ce que tu fais si tu n'infiltres pas du coup? Tu infiltres plus, ça c'est certain, d'accord. Après, il peut peut-être se discuter les PRP. Moi, je sais pas, j'ai pas d'expérience du tout des PRP, donc on n'en fait pas encore dans le service. Donc peut-être voir avec de la kiné. Honnêtement, je sais pas vraiment pour la thérapeutique, mais ce qui est certain, c'est que nous, on n'infiltre pas. Et ça fait quelque temps qu'on a arrêté d'infiltrer. Voilà, comme je vous dis, moi, j'ai fait quelques infiltrations et les patients revenaient 3 mois plus tard pour se faire réinfiltrer, donc on stoppait. Donc je sais que j'infiltre pas. Si quelqu'un a une expérience et veut la partager, moi en tout cas, je sais qu'on infiltre plus, ça c'est certain. Que quelqu'un, voilà, le PRP, voilà, on en parle un petit peu. Nous, on n'en fait pas encore dans le service de PRP, donc je peux pas vraiment vous dire, voilà, c'est ça, podologue et semelle, voilà. Il y a Quentin qui dit ça, voilà. Podologue et semelle, c'est tout. Merci Quentin. Voilà. Alors, le cas numéro 5, je l'aime beaucoup, c'est encore Idan, d'accord. Il m'a bien nourri pour ce topo. Donc, c'est un patient âgé de 35 ans qui présente une douleur de la malléole latérale dans les suites d'un traumatisme. Alors, je vous laisse regarder tranquillement. Et je vous donne les propositions. Alors, est-ce que, voilà, je te laisse lancer le sondage, Laetitia. Ouais. Allez hop, c'est parti. Je vous laisse un petit peu de temps. En attendant, je regarde les questions peut-être. Est-ce que tu peux repasser rapidement? Les images à nouveau. Ouais, je passe les images avec plaisir. Mais alors, vous aurez plus les questions. Voilà. Est-ce que vous avez bien les images là? Ouais, remets peut-être un coup les questions et puis après. Ouais, désolé, hein, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre l'image aussi, remettre l'image sur cette diapo. C'est vrai que j'ai pas été. Alors, est-ce que c'est tranché ou pas? Ouais, il y a une réponse qui sort plus que les autres. Ouais, d'accord. Encore 5 secondes et puis je l'arrête. Ok, d'accord. Allez, je mets fin au vote et je partage. Hop. Ah oui, quand même. Ouais. Ah bah c'est bien, vous êtes tous trompés. Je suis content. Enfin, quasiment tous. Alors j'arrête. Très intéressant, on va vous apprendre quelque chose, c'est bien, d'accord. Donc vous avez tous dit os ou fracture ancienne de la malléole latérale. Très bien. Très bien. Alors, si je vous montre ça et ça, donc le comparatif, le pied droit, d'accord. Et si Laetitia relance le sondage. Vas-y, relance le sondage, Laetitia. Je vous mets les propositions. Je relance. Ah, voilà. Ah, c'est différent là. Si on n'est plus dans la même. J'attends un tout petit peu. Ouais, vas-y, attends. Il veut revoir les images. Alors, quelles images tu veux revoir? Je te remets les premières. Voilà, d'accord. Je te remets la première image. Et je te remets la deuxième. Alors, je vous ai vraiment aidé là. Hein. C'est trop gentil, j'aurais peut-être dû juste montrer ça. Ok. Bon, allez, vas-y, lance. Alors, est-ce que c'est bon? Je pense que vous avez bon là, quasiment tous. Hein. Alors, très bien. Voilà maintenant l'IRM. Alors carrément, on a l'IRM. On peut arrêter le partage si tu veux. Merci. Alors, donc on a l'IRM et effectivement, on voit tous
on voit tous qu'effectivement, la seconde fois vous avez le diagnostic et que c'est bien, le diagnostic est bien une rupture du tendon long fibulaire et une rétraction de l'os péronéum. Donc, qu'est-ce que c'est l'os péronéum? C'est un petit os sésamoïde qui est inclus dans le tendon long fibulaire, d'accord? Donc, on le retrouve en regard de la gouttière du cuboïde et il est ossifié dans 20% des cas, bilatéral dans 60%. C'est le cas dans notre cas clinique. Je vais vous montrer les images, d'accord? Et en fait, il y a deux types de pathologies. En fait, ça s'appelle le POP syndrome, d'accord? Donc, Painful Os Peroneum Syndrome. Il y a deux types de pathologies reliées à ce petit os sésamoïde, d'accord? C'est l'installation aiguë. Et donc, en fait, c'est dans la rupture du tendon long fibulaire. Il peut donc être intéressant. On va voir en quoi. Et bien sûr, l'installation chronique, il va frotter, l'os péronéum va frotter contre l'os cuboïde. Et donc, ça va entraîner une inflammation de l'os péronéum et une tendinopathie conflictuelle du tendon long fibulaire. Donc, on va revenir au cas clinique. En fait, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait ici. Alors, parce que moi, ça me gêne, c'est ça qui me gêne. Voilà. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, très bien. C'est pas grave. Voilà. On voyait ici un petit os en regard de la malléole latérale. Sauf que c'est pas véritablement un os accessoire, c'est pas véritablement une fracture ancienne. En fait, c'est quoi? C'est un os péronéum qui est rétracté. Alors, juste avec ça, c'est difficile. Mais avec la clinique, la douleur malléolaire latérale, il fallait l'expliquer. Et en fait, quand Idan a fait les clichés comparatifs, il a vu qu'il y avait un os péronéum qui était en position normale de ce côté-là. Donc, il a immédiatement pensé au diagnostic de rupture du tendon long fibulaire avec la rétraction du tendon long fibulaire et de l'os péronéum. Et donc là, sur l'IRM, pareil, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les tendons fibulaires sont très pathologiques. On voit effectivement ici l'os péronéum qui est rétracté en regard de la malléole latérale et la disparition du tendon long fibulaire qui est rompu en dessous de la malléole latérale et en regard du cuboïde, on ne retrouve plus de tendon long fibulaire. Donc voilà, donc ça, c'est le POPS chronique. Le POPS chronique, c'est quoi en fait? C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est le petit os cuboïde qui est dans l'os péronéum, excusez-moi, qui est dans le tendon long fibulaire, qui va venir au contact du cuboïde et donc rentrer en conflit avec ce dernier, devenir inflammatoire, œdémateux et s'accompagner d'une tendinopathie, voire ténosynovite du tendon long fibulaire. Donc ça, c'est plutôt connu. C'est le POP syndrome, un peu typique, un peu chronique. Mais il faut savoir que dans le POP syndrome, l'installation aiguë, la rupture du tendon long fibulaire, il peut être intéressant de s'intéresser à la position et à l'aspect de l'os péronéum. Il y a trois types, en fait, qui ont été décrits par Sobel, d'accord? Donc, soit la rupture du tendon fibulaire est en amont de l'os péronéum, et donc il est normal, il est en place normale, soit elle est en regard de l'os péronéum, et donc on voit qu'en fait, l'os péronéum est fracturé et il y a un écart interfragmentaire. Excusez-moi. Laetitia? Ouais. Laisse-moi 2 secondes. Pas de problème. Urgence. Désolée, petite intermède enfant qui a besoin de leur père, mais on va reprendre bientôt. Désolé. Comment? On t'entend bien. Ok, super. Donc voilà, soit elle est en aval de l'os péronéum, et donc là, l'os péronéum va apparaître rétracté. Donc comment on sait en fait ça? Donc soit si elle est en regard, en fait, parfois il peut être, on va dire, excusez-moi, il peut y avoir il peut être fragmenté l'os péronéum. Donc pour être certain que c'est bien une rupture, il faut en fait avoir un écart interfragmentaire de 6 mm. Si on a un écart interfragmentaire de 6 mm, alors là, on pourra dire effectivement que c'est une rupture du tendon long fibulaire et pas un os péronéum qui va être bipartite ou fragmenté. D'accord? Et pareil, pour le type 3, normalement, l'os péronéum doit être en regard de l'interligne calcanéo-cuboïdienne. Et s'il n'est plus en regard, alors on peut dire que c'est une rupture et qu'il est rétracté. Donc voilà donc les petites choses à retenir pour le POP syndrome. Donc c'est un petit os sésamoïde inclus dans le tendon long fibulaire. Donc soit l'installation aiguë, la rupture du tendon long fibulaire avec 3 types, en amont dans l'os péronéum avec un écart intrafragmentaire de 6 mm, ou alors en aval avec une rétraction de l'os péronéum.
l'installation chronique, le POP syndrome, avec l'inflammation de l'os sésamoïde et la ténosynovie du tendon long fibulaire. Et un petit aparté sur les localisations de tendinopathie et ténosynovite défibulaire. Elle peut être soit rétromalléolaire, ça atteint le court fibulaire, soit en regard de la trochlée défibulaire, ça atteint plutôt le long fibulaire, soit en regard du cuboïde, avec ou sans os péronéum, et ça atteint plutôt le long fibulaire. C'est les 3 localisations spécifiques de la tendinopathie ténosynovite des longs fibulaires, parce qu'elle rentre en conflit soit avec la malléole, soit avec la trochlée, soit avec l'os cuboïde. Est-ce qu'il y a des questions ou pas sur ce topo? Sur la clinique. Moi, il y a des commentaires pour dire que tu es un bon père. Ouais, c'est très compliqué. Je suis pas un si bon père que ça, je vous jure. Je vous jure. Est-ce que ça sert à quelque chose l'échographie pour ce diagnostic? Bah, bien sûr, ça sert à quelque chose l'échographie. Elle avait été réalisée dans ce cas-là, je pense probablement en même temps que la radio. Hein. Mais bien sûr, ça sert à quelque chose pour diagnostiquer la rupture. Bien sûr, évidemment. Est-ce que c'est toujours bilatéral? Non, on l'a dit, je crois que c'est 60. L'os péronéum, il n'est pas tout le temps bilatéral, je l'ai dit. Je crois que c'est 60% des cas, il me semble. On va regarder. Hein. Voilà, bilatéral dans 60% des cas et bipartite dans 30% des cas. Tac. Comment faire la différence? Alors, attends. Entre une ossification séquelaire et une avulsion ancienne du... Ouais. Non, mais c'était difficile. Hein. De toute façon, sans la clinique, j'imagine que c'est la clinique qui peut aider. Avec la clinique, et puis bien sûr, le cliché comparatif qui nous permet de voir qu'il y a un os péronéum de l'autre côté. Mais évidemment, juste sur la radio, c'était un petit peu dur de ma part parce qu'on aurait très bien pu dire que c'était une ossification séquelaire. Hein. D'accord? Est-ce que tu... Alors oui, le POPS chronique, on peut les infiltrer. Enfin, moi, je les infiltre en tout cas, les POPS chroniques. Ça me pose pas de problème. Je crois qu'on a fait toutes les questions à peu près. Voilà, alors un autre cas. Alors, pareil, je vous montre la radio. C'est une jeune de 32 ans qui consulte aux urgences pour une entorse de cheville. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, et vous pouvez répondre dans la barre de conversation. Il n'y a pas de QCM, donc vous pouvez y aller. Ouais, donc il y a Benoît qui dit syndesmose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, tout le monde est d'accord. Ça a l'air. Ouais, voilà, d'accord. Donc les gens sont plutôt d'accord pour dire syndesmose. Voilà, moi aussi je suis d'accord. On a l'impression que là, en tout cas, la superposition tibio-fibulaire, elle a un peu diminué. Est-ce que l'espace tibio-fibulaire augmenté, c'est pas évident. Et en tout cas, là, on a l'impression aussi que cet espace est un peu augmenté. Donc voilà, syndesmose. Donc elle a une IRM. Donc elle a été plâtrée. Elle a une IRM secondairement. Je vous la montre. Je la fais défiler tranquillement. Hein. Voilà, donc on a bien vu, tout le monde a bien vu la séquence axiale. Je fais la séquence sagittale maintenant. Ah, alors attends, est-ce que j'ai un bon problème avec Monsieur Bazot? Non, c'est bon, voilà. Alors, la séquence coronale. Voilà. Et en T1, excusez-moi, je vais défiler plus doucement. Donc voilà, est-ce qu'on confirme ou pas cette hypothèse de syndesmose, de rupture de la syndesmose? Voilà, merci les réponses. Alors voilà, donc là pareil, tu peux lancer le QCM. Quelles sont les réponses vraies? Hop, c'est parti. Allez-y. Ah, mais tu l'as mis en gras, David. Ah mince, désolé. Ça sert à rien. Bon alors ok. Alors, on confirme bien la rupture de la syndesmose, d'accord?
Désolé. Hein. On confirme bien la rupture de la syndesmose. On confirme bien aussi qu'il y a une rupture de contre-coup avec une contusion du dôme thalien et de la malléole médiale et une rupture au moins partielle du ligament collatéral médial. Et effectivement, tout le monde l'avait bien vu, le LTFA et le LCF sont entièrement préservés, semblent préservés. Du coup. Donc, on va faire un petit rappel d'abord sur l'anatomie de la syndesmose tibiofibulaire. Donc, sur le plan axial, qu'est-ce qu'on a? En fait, elle est composée de quoi? Elle est composée du ligament tibiofibulaire antéro-interne, en avant, d'accord? En arrière, on a le ligament tibiofibulaire postéro-interne. Et au milieu de ça, on a ce qu'on appelle le ligament interosseux, qui va en fait être prolongé vers le haut par la membrane interosseuse, d'accord? En avant, on a donc donc sur une coupe coronale, on retrouve le ligament tibiofibulaire antéro-interne et il y a un ligament qui est inconstant, voilà, qu'on appelle le ligament de Bassett. Ce qui est important et pourquoi j'ai mis cette coupe coronale, ce qui est important de comprendre, c'est que le ligament tibiofibulaire antéro-interne, il est en fait oblique, d'accord? Donc on ne pourra pas l'analyser entièrement sur une coupe axiale en IRM. Il faut vraiment le regarder sur les différentes coupes parce qu'on va les suivre de manière oblique. Donc ça, c'est important de comprendre ça pour bien l'analyser en IRM. On n'aura pas, à moins qu'on fasse des coupes obliques en IRM, on n'aura pas le ligament tibiofibulaire antéro-interne continu sur l'IRM. Alors là, c'est une vue postérieure. Sur la vue postérieure, qu'est-ce qu'on voit? On voit, excusez-moi, c'est ça. On voit qu'on a le ligament tibiofibulaire postéro-interne et le ligament transverse inférieur qui est associé, quasiment relié au ligament tibiofibulaire postéro-interne. On retrouve également le ligament interosseux et prolongé par la membrane interosseuse. Ce ligament que j'ai présenté là, c'est le ligament intermalléolaire qui est inconstant et qu'on peut parfois retrouver, j'ai oublié le pourcentage, mais qu'on peut parfois retrouver dans certains cas. Donc voilà, donc c'est ça tout l'appareil, toute la syndesmose, elle est composée de tout ce qu'on retrouve ici, à part le ligament intermalléolaire. Et en fait, quels sont les mécanismes qui permettent de traumatiser la syndesmose? En fait, c'est un mécanisme, voilà, de rotation externe et de dorsiflexion. À la différence des entorses latérales de cheville, voilà le mécanisme qui permet de léser la syndesmose. Il faut une dorsiflexion associée à une rotation externe. Et quelles sont les structures qui sont lésées en premier? Ça va être le LTFAI et le ligament interosseux. Et en fait, pour parler de rupture de la syndesmose, il faut au minimum avoir ces deux lésions. Si on n'a pas le LTFAI et le ligament interosseux, alors on ne pourra pas dire qu'il y a une instabilité, on ne pourra pas parler de véritable rupture de la syndesmose. Alors, vous l'avez tous bien vu en radio, il y a 3 signes qui sont décrits pour parler de rupture de la syndesmose tibiofibulaire. Il y a ce qu'on appelle donc l'espace clair tibiofibulaire, donc c'est ce qu'on voit ici. Entre le tibia et la fibula, il y a un espace clair. Et s'il est supérieur à 6 mm, on peut dire qu'il y a un diastasis tibiofibulaire et donc qu'il y a une probable rupture de la syndesmose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la superposition, le chevauchement tibiofibulaire, qui normalement doit être de plus de 5 mm. S'il est inférieur à 5 mm, pareil, c'est quasiment la même chose, c'est quasiment l'équivalent. On pourra parler de diastasis tibiofibulaire. Dans ce cas-là, d'ailleurs, le cas que je viens de vous présenter, on a quand même l'impression que ce chevauchement est diminué et que donc il y a bien un diastasis tibiofibulaire. Et la troisième mesure, c'est l'espace talocrural médial. S'il est supérieur à 4 mm, effectivement, on pourra aussi parler de diastasis. Donc, c'est 3 signes radiographiques qui nous permettent déjà en radio, même si parfois la suspicion est aussi clinique, de confirmer et de penser à la rupture de la syndesmose, comme vous l'avez d'ailleurs tous fait. Et cette patiente avait été plâtrée directement aux urgences d'ailleurs. Alors, on me demande sur cliché de face ou en rotation. Il me semble qu'il y a on peut faire face aux rotations. Il me semble qu'il y a une des variables, il me semble que c'est la superposition qui varie pas, peu importe le cliché qu'on fasse, de face ou en rotation, la superposition n'est pas modifiée. D'accord? Et après, les autres, effectivement, c'est en rotation, mais sinon, la superposition n'est pas modifiée, peu importe le cliché qu'on fasse. Voilà, donc je reviens sur la lésion de la syndesmose tibiofibulaire. Donc, le mécanisme, c'est en rotation externe dorsiflexion. Donc, pour parler de lésion de la syndesmose, c'est LTFAI et ligament interosseux au minimum. Les lésions qui sont associées. Alors, en fait, on constate que le LTFA, comme c'est pas le même mécanisme, il est souvent normal. Par contre, on retrouve souvent des lésions du LCM et des contusions osseuses associées au niveau du compartiment médial. Bien sûr, la fracture spiroïde supramalléolaire aux fractures de Maisonneuve. Donc, comme je vous l'ai montré en radiographie, on peut retrouver ça. En échographie, bien sûr, c'est un examen important et ça va être sensibilisé. Il faut faire des manœuvres de dorsiflexion pour tenter de sensibiliser la rupture et l'IRM, comme on a vu dans ce cas. Alors, pourquoi c'est important la lésion de la syndesmose? Parce qu'en fait,
quand on fait un bilan d'entorse, c'est une des seules lésions ligamentaires qui va vraiment changer le traitement. La TER-CAST, elle n'est pas du tout suffisante parce qu'il faut limiter la dorsiflexion et donc il faut mettre une botte plâtrée. Si on met la TER-CAST, il n'y aura jamais de cicatrisation, on va se retrouver avec des lésions chroniques et une absence de cicatrisation. Donc il faut mettre une botte plâtrée pendant 4 à 6 semaines et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas les rater et savoir les identifier. Laetitia, Ouais. est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tac. Il y a des personnes qui voudraient revoir l'IRM, s'il te plaît. Bien sûr. Remonte l'image. Tac. Tac. Voilà, je vous montre le LCM. Vous voyez, le LCM, là, il n'est pas normal, d'accord? Alors, je dis pas qu'il est strictement pathologique, mais en tout cas, normalement, on doit avoir un bel aspect strié avec des couches graisseuses qui s'interposent avec des couches en liposignal. Et là, on voit qu'il y a de l'œdème. Peut-être que dans ce coronal aussi. Voilà, on voit qu'il y a un hypersignal très nettement ici, là, du collatéral médial, ici, à cet endroit-là, qui n'est pas normal. Je ne pense pas qu'il soit entièrement rompu, mais il est au moins abîmé partiellement. Et puis, on retrouve également aussi les lésions de contre-coup avec la contusion du dôme médial du talus et de la contusion de la malléole médiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions a priori. Ok. Ça a l'air clair. On peut aller à la suite. Ok, très bien. Tac. Alors, voilà un autre cas clinique. Donc, c'est un patient âgé de 30 ans qui présente une douleur de la luxe dans les suites d'une hyperextension de la MTP. Donc, il a fait une petite entorse de la MTP en hyperextension et puis il a une douleur de la luxe. D'accord? Je vous montre le cas. Tac. Je repasse. C'est un collègue rhumatologue. Ah, super. On va passer. Voilà. Le sage. Tac. Alors, voilà, on y arrive. Voilà. Super. Là, si vous voyez tous bien. Hein. Et tac, et voilà. Le coronal. Alors, qu'est-ce que je vous demande? C'est une question un peu anatomique hein, que je vous demande. C'est quelle est la structure lésée? Est-ce que c'est un peu vache? Je ne sais pas, on va voir. Alors, hop, et voilà. Allez-y. Alors, est-ce que ça répond bien? Il y a une réponse qui sort. Ouais. Mais on va voir si. C'est la bonne? Ouais. Tu me dis hein, quand tu sens que c'est à voter, c'est parti. Bon, allez, je vous laisse 2 secondes et j'arrête. Hop. Et voilà. J'ai perdu tout le monde. C'est pas si évident. Vous êtes là ou pas? Ouais, on t'entend, David. Ah, super. Alors, oui, c'est vrai que j'ai mis plaque plantaire, c'est un peu vache. Plaque plantaire. Mais en gros, je suis là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, super. En gros, alors plaque plantaire, c'est un peu vache, mais en fait, c'est le muscle court fléchisseur de la luxe, d'accord, qui est lésé. Ok. En vérité, voilà, ça va me permettre de faire un rappel sur en fait l'anatomie de ce qu'on appelle la plaque plantaire, ou en tout cas l'appareil capsulo-ligamentaire et sésamoïdien de la luxe, parce qu'en fait, il est différent de toutes les autres plaques plantaires des deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsiens, et c'est important de le connaître pour bien décrire les lésions. Et la lésion qu'on appelle le turf2, le sun2, la lésion voilà de la plaque plantaire, enfin de l'appareil ligamentaire et capsulaire. Donc voilà, je vais enlever ça parce que ça me dérange. Voilà, hop, je vois plutôt Laetitia, nickel. Alors, donc il est composé de quoi? Déjà des structures osseuses, bien sûr. Donc voilà, bon, les métas, les phalanges, bien sûr. Les deux os sésamoïdes qu'on retrouve ici et les ligaments collatéraux. D'accord? Ensuite, voilà, ça se complique un petit peu parce qu'il y a beaucoup de structures ligamentaires. Qu'est-ce qu'il y a?
déjà, en sein, il y a ce qu'on appelle le ligament intersésamoïdien. D'accord? Ensuite, il y a des ligaments métatarso-sésamoïdiens, excusez-moi pour la faute de frappe, d'accord? Excusez-moi, ils sont là, 6 et 7, d'accord? Et il y a des ligaments sésamoïdo-phalangiens. Et tout ce complexe ligamentaire, ça représente un petit peu la plaque plantaire, ce qu'on appelle la plaque plantaire, d'accord? Et il y a le ligament trans-métatarsique profond. Voilà. Ensuite, il y a des structures musculaires qui viennent s'ajouter. Et les structures musculaires qui viennent s'ajouter, il y a les muscles courts fléchisseurs de la luxe, qu'on va appeler 11 et 12, les muscles Ah, David, ça. Coupé. Ouais, je vais l'appeler parce que je pense que c'est son truc qui. Ça coupe. Je sais, j'appelle David, il a un problème de connexion. Vous m'avez perdu, c'est ça? Je t'entends pas. Active ton micro. C'est bon, ça. Et je pense que ça Je suis s'est vraiment désolé. fait au milieu de ton explication anatomique, là. On t'a tous perdu au bout d'un moment. Ah, d'accord, ok. Bah, attends, je rouvre Je le te dirai topo. à quel moment on t'a perdu. Je vous prie de m'excuser. Je rouvre le topo. Voilà. Tac, tac, tac. Partager l'écran. Ok. Attends, parce que je suis en galère. Voilà. Ah, putain, c'est l'enfer. Par contre, il y a Sofiane. Là, Je tu peux- as le partage d'écran. Écoute, il faut que non, mais... Ouais, parce que moi, je peux plus partager mon écran, là, en fait. Attends, comment je peux enlever? Est-ce que Sofiane Zentout peut annuler le partage d'écran, s'il vous plaît? Sinon, tu le supprimes de la réunion, tant pis. Attends, je crois. J'arrive pas à l'enlever. Arrêter le partage. Je crois que c'est bon. Bon, ok, Je vais mettre le tien, là. super. Ouais, c'est bon. Ouais, Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Alors, donc vous m'avez perdu où, dis-moi? quand tu faisais tes explications anatomiques vers le numéro 10 à peu près, je pense. Bon, Si. voilà, donc en gros, voilà. Donc j'ai dit donc effectivement les ligaments donc intersésamoïdiens, métatarsosésamoïdiens et sésamoïdophalangiens et les muscles, d'accord? Les muscles, donc il y a les muscles abducteurs de la luxe, d'accord? Adducteurs, excusez-moi, les muscles courts fléchisseurs de la luxe et le muscle abducteur de la luxe, d'accord? Et pour finir, qui vient surmonter tout ça, on a le tendon long fléchisseur de la luxe, d'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voyait? En fait, on avait l'impression que c'était une désinsertion de ce muscle-là, le muscle court fléchisseur de la luxe, au niveau de son insertion sur l'os sésamoïde. Je vous remonte le cas pour que vous voyez bien. Tac. On va montrer l'axial plutôt. Voilà. Voilà, et vous voyez là, si je m'arrête ici, vous voyez, en fait, on a l'impression qu'on a le sésamoïde, on a le muscle court fléchisseur de la luxe qui s'est désinséré de son insertion sur le muscle sésamoïde. Alors, c'est un équivalent du curve-tout, mais c'est une désinsertion de ce muscle au niveau de son insertion sur le sésamoïde. Voilà, donc ça me permet de faire un petit rappel sur le turf-two. Qu'est-ce que c'est exactement que le turf-two? En fait, c'est initialement décrit chez les footballeurs américains. C'est une blessure qui est liée à un mécanisme d'hyperextension dorsale de la MTP1. Et en fait, ça regroupe l'ensemble des lésions de l'appareil capsulo-ligamentaire, donc les sésamoïdiens, les ligaments collatéraux et les ligaments sésamoïdiens, les insertions tendineuses et musculaires et la capsule articulaire. Bon, alors ça, c'est un dérivé, c'est pas un véritable turf-two. Mais voilà, il faut comprendre que la lésion de la plaque plantaire, de l'appareil capsulo-ligamentaire du premier métatarsiens est beaucoup plus compliquée que les autres lésions des plaques plantaires, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsiens. On compte bien sûr beaucoup plus souvent le deuxième métatarsien dans le cas du syndrome de Brie. Voilà.
Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Ça va, parfois ça hache un peu, mais Laetitia? ouais. Tu m'entends? Bon, on va Non. bientôt arriver à la fin. De toute façon, il reste. Ouais, je suis là, je suis là. On va y arriver. Alors attends. Ouais, voilà. Alors ce cas, il est intéressant. On va changer un petit peu. On va abandonner un petit peu le mécanique et on va changer un petit peu. Donc un patient âgé de 31 ans, douleur mécanique du pied droit, sans notion de traumatisme. Elle évolue depuis 6 mois. Voilà. Je vois que vous voulez revoir les schémas anatomiques. Avec plaisir, on les reverra. C'est vrai que j'étais un petit peu perturbé par les problèmes de connexion. On les reverra après, d'accord? Voilà, voilà. Alors, tout le monde a bien vu, je pense. Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Allez, super alors. Voilà, le scanner. Celui-là, je l'aime bien. Tu le connais, non? Ouais. Ah, tu le connais. Ah, tu me l'as envoyé hier, je suis content. Ok. Alors, merci d'ailleurs, Laetitia, de m'avoir envoyé tous les cas, tous les cas de Rémi. Voilà. Tac, tac. Et le sage. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, mais on n'a pas vu le sage. Je pense que tu voulais mettre le sage. Voilà le sage. Voilà le sage. Ouais, c'est bon, là. Désolé, j'ai des petits problèmes de connexion Internet pile ce jour. Hein, je suis vraiment désolé. Voilà. Alors, quel est le diagnostic? Tu lances le sondage? Ouais, c'est parti. Hop. Allez-y. Alors, est-ce que ça va être facile encore? Ça se démarque ou pas? Ouais, il y en a une qui est en 1, mais il y en a une deuxième qui est. Bon, alors, tu me dis dès que tu le sens, quand tu le sens, tu envoies la cam. Allez, hop. Pendant que ta connexion marche, on arrête. C'est parti. Ok, d'accord. Bon, alors la majorité a quand même la bonne réponse. Donc effectivement, c'est bien une chondromatose primitive, d'accord? Donc ce qu'il fallait voir, c'est déjà que c'était proche de l'articulation. Alors ça diffuse loin de l'articulation, mais c'est quand même assez proche, d'accord? Et puis on voit effectivement qu'on a plein de petites images rondes, partiellement calcifiées, d'accord? Et puis si on avait un doute, vraiment en IRM, on a le signal typique du cartilage, un hypersignal T2, hyposignal T1, et puis surtout la prise de contraste périphérique, qui est donc évocatrice d'une prise de contraste cartilagineuse. Donc c'est ce qu'on appelle une chondromatose primitive, d'accord? Et donc là, je vais juste faire un tout petit aparté sur la différence entre les chondromatoses primitives et secondaires. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc en fait, la chondromatose primitive, c'est une pathologie en fait spontanée d'articulation, plutôt chez l'adulte jeune. Et en fait, c'est plein de petits corps étrangers articulaires qui vont s'ossifier, qui vont apparaître dans l'articulation et qui vont secondairement abîmer l'articulation. Et c'est une pathologie primitive de la synoviale. Alors que la chondromatose secondaire, à la différence, c'est sur le terrain d'arthrose. Et en fait, par l'arthrose et par l'inflammation de l'articulation, il va y avoir des corps étrangers qui vont apparaître, excusez-moi, j'ai reçu un message, qui vont apparaître, et donc voilà. Et c'est secondaire à l'arthrose, d'accord? Et ils vont être moins nombreux, de tailles différentes. Donc, c'est deux pathologies qui sont totalement différentes et qui peuvent être différenciées par la présence d'une arthrose d'un côté avec peu de corps étrangers, quelques ostéochondromes, et de l'autre côté, beaucoup d'ostéochondromes. Parfois même, vous voyez l'aspect un peu en grainerie, comme on voit sur l'arthrose scalaire juste ici, et donc plutôt chez l'adulte jeune, et une destruction secondaire de l'articulation, donc souvent pas d'arthrose. Voilà, donc ça c'est un petit cas un petit peu, on va dire compagnon, d'accord. Voilà, c'est, on va dire une sorte de diagnostic différentiel. Vous voyez, c'est la même articulation. Non, il me reste encore, allez, on va faire encore 10 minutes, c'est des cas, encore 10 petites minutes. Donc voilà, je vous montre l'IRM. Donc vous voyez une image, pareil, proche de l'articulation, d'accord. Il y a des zones un peu en hyposignal T2, hypersignal T2, mais des zones un peu en hypo T1, rehaussé par le gadolinium, modérément rehaussé par le gadolinium. Voilà, pareil, on peut lancer le sondage. Ouais. Allez-y.
On demande les autres images, mais... Vous voulez revoir les images? Ouais. Bah, j'ai montré le diagnostic. Je vous montre les images. C'est ça les images. Bon, de toute façon, globalement, il y a seulement 2 réponses qui sortent. Allez, vas-y. Hop, je te les donne. Voilà. Alors voilà, pareil, en fait, non, c'était une image intra-articulaire, encore une fois, et en fait, c'était une SVM, d'accord? Donc, je vous le montrais parce que c'est le diagnostic différentiel qu'on évoque souvent dans la chondromatose. C'est l'autre pathologie intra-articulaire qu'on peut retrouver, qui est assez fréquente. Alors, rare dans cette localisation, hein, d'accord, mais qui est assez fréquente, et donc c'est la SVM. Ça, je vais baser. On va passer au cas numéro 9. Alors, c'est un patient d'origine indienne qui présente une tuméfaction douloureuse du pied évoluant depuis plusieurs semaines. Alors ça, c'est une girafe. Si vous avez déjà vu, vous savez ce que c'est. Et bon, voilà, je ne pouvais pas faire un topo sur le pied sans en parler. C'est pas très fréquent, mais on en voit de temps en temps. En tout cas, à la rive, on en voit de temps en temps. C'est la riboisière. Ouais, voilà, c'est surtout la riboisière. Voilà, mais c'est joli. Donc, vous voyez, c'est ces images un petit peu rondes avec en hypersignalité 2 avec un centre en hyposignalité 2. Voilà. Alors, quel est votre diagnostic? Bon, pareil, hein, ça va pas être, à mon avis, ça va être plutôt facile, ça. Hop là. Allez-y. Ah, il y a 2 réponses. Il y a une hésitation entre 2. Bon, je ne vais pas durer le suspense. Hop. Tac. Bon, bah, il y a une hésitation. Ouais, je savais, j'ai fait exprès de la mettre pour vous piéger, mais effectivement, il n'y a aucun doute, c'est un pied de Madera, c'est une cysticercose, c'est vraiment une girafe. C'est rare, mais bon, c'est classe parce que quand on l'a vu, alors mycétome et pied de Madera, c'est la même chose, d'accord? Voilà, mais voilà. Donc quand on l'a vu une fois, on sait ce que c'est, on le rate plus, on le reconnaît tout le temps, d'accord? Donc voilà, vous l'aurez vu pour ceux qui le connaissaient pas. Ça, c'est un pied de Madera, d'accord? Ou mycétome. Donc, il y a 2 types de mycétomes. Soit la cause peut être bactérienne ou fongique, d'accord? Ça se manifeste comment? C'est une tuméfaction qui est chronique, qui est souvent indolente et fistulisée. Il y a quand même, dans 50% des cas, une atteinte osseuse, alors que ça va plutôt respecter les tendons et les parties molles alentour. Et vraiment, le signe spécifique et qu'on a vraiment bien sur ce dossier, c'est pour ça qu'il est vraiment joli ce dossier, c'est ce qu'on appelle le dot in circle. En fait, c'est une image en hyposignal T2 au centre, une image en hypersignal T2 qui est centrée par une petite image en hyposignal T2 et c'est voilà les petites vésicules du mycétome et c'est typique du pied de Madura ou du mycétome. Voilà. Donc voilà, c'est une image qu'il faut savoir reconnaître, qui est très typique, qui est rare mais qui est très typique. Ah, on a perdu David. David, t'es là? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Et le cas, il est toujours là? Ouais, mais refais le début, on n'entendait pas ce que tu disais. Voilà, bah c'est ça. Je suis désolé. Hein. Ouais, donc voilà, donc c'est un cas qui est difficile. Donc on va voir si certains trouvent. Donc pareil, envoyez-moi dans la boîte de conversation le diagnostic. Donc voilà, bon, j'ai même pas mis de clinique. Hein. Je l'ai fait hier soir en toute fin, j'en avais un peu marre probablement. On te propose synovialosarcome. Non. Attends, je vais regarder. Tuberculose, Kaposi. Ah, Kaposi, bravo. Kaposi, bravo. Donc c'est un sarcome de Kaposi, d'accord. Donc c'est un site qui est rarissime, d'accord. Nous on en voit quelques-uns à la RIB parce qu'on travaille avec Saint-Louis et qu'ils ont un gros service de dermatologie. Mais c'est un diagnostic qui est rarissime. Alors en fait, ça donne quoi? Ça donne une grosse masse d'éparthymol avec une ostéolyse osseuse très agressive. Et vous voyez, ce qui est assez typique, c'est l'atteinte cutanée. Alors on la voit pas parfaitement, on peut mieux la voir peut-être sur d'autres images, mais en fait, il y a un épaississement cutané, il y a une pathologie voilà, du derme, et donc un épaississement cutané, ça c'est assez spécifique de cette pathologie, et c'est là-dessus qu'on peut évoquer le sarcome de Kaposi. Alors il faut juste savoir que le sarcome de Kaposi, en fait, il y a plusieurs types, donc c'est induit par la HHV8, et en fait,
il y a des formes qui sont liées au sida et aux patients greffés, mais il y a aussi des formes sporadiques et endémiques. Et c'est plutôt dans les formes sporadiques et endémiques qu'on va avoir cette atteinte cutanée et osseuse. Donc, c'est pas du tout des patients qui sont forcément immunodéprimés et qui ont forcément un VIH. Voilà. Bah, merci David, c'était top. Merci. Comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis on va essayer d'y répondre. Ah, ouais. T'as que des merci. Hop. Pas de questions? Faut que j'essaie de les trouver dans le flot de. Alors, il y a un cas là. Ah, pour, tu sais, le cas de la chondromatose là. Ouais. On demande si ce que ça donnerait une calcinose pseudotumorale. Est-ce que ça donnerait C'est pas pas cet aspect-là. Les calcifications de la calcinose, elles sont beaucoup plus pâles, beaucoup plus floues, et c'est pas du tissu entouré de calcification, c'est vraiment une calcification. Donc c'est pas un diagnostic qu'on peut retenir la calcinose pseudotumorale. Ton schéma, il a l'air d'avoir beaucoup plu. Ah, je me suis donné, ouais. Je voulais le remonte. C'est vrai qu'il était Alors, oui, alors, attendez, parce que j'ai une question, je voulais répondre. J'avais vu Saïd qui avait dit ça. Pour la ponévrose plantaire, est-ce qu'on doit forcer faire des. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Insupportable. On t'entend, David. Ok. Alors voilà. Est-ce qu'on doit forcément faire des IRM pour la ponévropathie? Absolument pas. La ponévropathie, c'est un diagnostic échographique. La seule chose, c'est que c'est certain que si l'idée, c'est de différencier la cause inflammatoire de la cause rhumatismale, là, ouais, l'IRM pourra aider. C'est ce qu'on a montré dans l'étude. Et l'échographie, il n'y a aucun argument pour faire le diagnostic. Donc, quand on suspecte une atteinte rhumatismale, quand on a envie d'éliminer, il faut vraiment pas se servir de l'échographie. Il faut aller directement à l'IRM. Ça, c'est certain. Voilà. Alors oui, le schéma, vous demandez le schéma, c'est ça? Oui. Il y a beaucoup de gens qui. En fait, je dis pas que c'est pas un turf-2. En fait, j'ai eu du mal à trouver une vraie définition du turf-2. Je pense pas qu'on puisse parler du cas que j'ai vu comme d'un turf-2, mais moi je dirais que c'est un équivalent de turf-2. Après voilà, donc le schéma, je vous remontre. Donc c'est ça, voilà. Je vais supprimer ça. Il y a en fait les sésamoïdes. Il y a un ligament qu'on appelle le ligament intersésamoïdien. Les ligaments sésamoïdaux métatarsiens, les ligaments sésamoïdo-phalangiens et le ligament transmétatarsien profond, qui est moins important, je pense. Mais voilà, c'est tout cet appareil ligamentaire qui peut, dans le cadre des lésions du turf-2, se léser. Et il y a aussi tous les muscles qui viennent aussi s'associer. Et donc, dans notre cas, nous, c'est ce muscle-là qui a été lésé, le muscle court fléchisseur de la luxe qui vient s'insérer sur le sésamoïde. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou pas? Ouais, je pense bien. Voilà, mais quand on analyse un métatarsien, il ne faut pas penser plaque plantaire comme dans les autres métatarsiens. C'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut s'intéresser au ligament intersésamoïdien, au ligament métatarso-sésamoïdien, métatarso-phalangien, sésamoïdo-phalangien, etc. On demande... Moi, quand j'avais décrit ce cas, je ne sais plus ce qu'on avait dit équivalent turf-2, je pense même pas. On avait juste décrit la lésion. Et voilà, mais ouais, c'est pas très important. Mais le mécanisme, c'était un peu. Le mécanisme était un peu le même qu'un turf-2 en plus. C'est pour ça qu'on avait tendance à rapprocher ça. Il s'était pris le pied dans un trou, il me semble, et puis il avait vraiment fait une hyperextension. Sur les entorses, tu sais, la syndesmose, là, il y a une question pour savoir si on peut avoir une rupture du LTFAI isolée sans atteinte de la membrane interosseuse et du... Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense aussi, oui. Ouais, je pense que oui. Mais je pense que oui. Je dirais oui, mais... Alors attends. Bonjour David, vous êtes frais. N'importe quoi. C'est rupture partielle. Aponévropathie versus rupture partielle. C'est comme tout. Hein. Après, de temps en temps, moi je décris des ruptures. J'arrive dans 2 secondes. Il reste 5 minutes, je te jure. En fait, je décris des ruptures. Ouais. David? Ouais. Vous m'avez encore ou pas? C'est bon, là, tu viens de revenir. Ok, ouais. Je décris pas, c'est pas toujours pareil, apronépathie versus rupture. En fait, je décris des ruptures quand j'ai vraiment un signal liquidien. Sinon, je décris pas vraiment de rupture partielle. C'est comme la question qui était posée hier sur la tendinopathie, hein, c'est la même chose. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, est-ce que le LTFPI, le postérieur, tu le décris ou tu t'en fiches un peu dans les... Ah non, c'est très important, bien sûr. Là, il n'était pas, là, dans ce cas-là, j'en ai pas, je crois que j'en ai pas parlé. Bien sûr, c'est très important, le LTFPI. Là, j'en ai pas parlé. Je pense pas qu'il était rompu, mais il y avait un peu d'œdème au niveau de son insertion.
Et d'ailleurs, parfois, ça peut être associé à une fracture du plion tibial postérieur. Non, bien sûr, je le décris, bien sûr. Celui que je décris moins, c'est le ligament talofibulaire postérieur. Bon, c'est très rarement lésé, mais le LTFPI, lui, il est souvent lésé, donc bien sûr, il faut le décrire. Et est-ce que si tu trouves une fracture du sésamoïde en radio, tu fais forcément l'IRM pour chercher une des lésions que tu viens de décrire là En pratique courante, non. Non. Je pense pas que ça change la prise en charge de toute façon. Ouais. Est-ce que tu peux juste remettre ton schéma de la syndesmose? Tes schémas ont beaucoup plus visiblement. Tant mieux, ça me fait plaisir. J'essaie de lire les questions en même temps. Alors, en fait, j'ai pas mis. On me demande les critères de SVN. J'ai pas mis les critères de SVN. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pas les critères de SVN. J'avais juste fait une petite diapo, mais j'ai accéléré parce que ça commence à être un peu long sur les SVN. En fait, les synovites en hyposignal T2. Voilà. D'ailleurs, qui est plutôt en arrière. Excusez-moi. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, parce qu'en fait, il y a. Tu m'as perdu l'écran là, c'est ça? On te voit toi là. C'est bien. Attends. Voilà. Voilà. Et en fait, j'avais mis une diapo sur les synovites en hyposignal T2. Voilà, c'est ça. C'est SVN, chondromatose, ostéochondromatose, goutte, CCA, hémarthrose, amylose. Devant une synovite en hyposignal T2, c'est ce qu'il faut évoquer. Je m'étais dit que je pouvais parler de ça, mais comme ça commence à être un peu long, j'ai un peu abandonné parce que c'est pas vraiment le sujet. Est-ce que tu vois d'autres questions? Parce que j'en vois plein, mais j'ai du mal à répondre à tout. Alors attends. Dans le syndrome du carrefour sport, post, moi, j'aurais pas de problème à infiltrer. On est loin du tendon d'Achille, il n'y a pas de risque de rupture, donc je pense qu'on peut infiltrer. Hein. Schéma de la syndesmose, ouais, schéma de la syndesmose, ok, avec plaisir. Schéma de la syndesmose, voilà. Donc, le LTF-AI, d'accord, avec le ligament interosseux, faut pas oublier qu'il est oblique, d'accord, le LTF-PI, d'accord, et après, il y a d'autres ligaments moins importants, le ligament de Bassett, le ligament transverse inférieur. Ce qui est important, c'est LTF-AI, ligament interosseux, membrane interosseuse, et LTF-PI. Plus de batterie, il manquait plus que ça. Ah. Vas-y, c'est pas grave. Si on n'a que le LTF-AI, non, c'est vraiment LTF-AI, membrane interosseuse qu'il faut stabiliser. Alors, on me demande ça. Et pour la chondromatose, je sais pas vraiment. Effectivement. Ah, on t'a perdu encore, David. Vous m'avez perdu là? Non, c'est bon. David? L'écho de gradient dans la SVN, oui, c'est fondamental. Allô? Ouais. Ouais, l'écho de gradient dans la SVN, bien sûr, il faut le faire. Là, il n'était pas fait, mais c'est certain qu'il faut le faire. C'est un fort argument. Après, la chute du signal, c'est pas parce qu'on l'a pas que ça élimine le diagnostic. Parfois, il y a des SVN qui n'ont pas de blooming artefact et ça n'élimine pas le diagnostic. Voilà. Pour l'ossification, honnêtement, c'est vrai que je sais pas trop. Là, écoute, c'était une ostéochondromatose. Après, peut-être que quelqu'un, Laetitia, tu as peut-être une réponse à apporter là-dessus sur l'ossification. Ouais, cette notion plus. Je sais pas honnêtement. Je saurais pas te répondre. Pour le carrefour post, j'injecte. S'il y a une bursite, je pense dans la bursite. Sinon, au contact de l'os sésamoïde ou de la zone inflammatoire. Hein. Après, c'est. Honnêtement, Benjamin, il me demande de tendinopathie de tendon calcanéen. Honnêtement, ouais. Je pense que toutes les pathologies du tendon calcanéen, tous les topos auxquels j'ai assisté, ils infiltrent plus. Ils infiltrent plus les pathologies du tendon calcanéen. Vraiment, ils y vont. Enfin, il y a une époque où on disait on peut infiltrer le Hagloon, etc. Honnêtement, les topos, c'est vraiment le message, c'est plus d'infiltration, même pour une tendinopathie. Ah oui, on avait pas. Voilà. Je pense que c'est bon, non? Ouais. Merci. Voilà, qu'il ait un PRP. Moi, je pense, nous, on n'a pas du tout l'expérience du PRP, donc je peux pas me permettre d'en parler. Mais je pense que le PRP est peut-être une alternative, mais je connais pas assez bien pour. Alors oui, c'est vrai. On infiltre les APS. C'était une question que je m'étais posée. Et je pense que c'est moins important que le tendon calcanéen, l'APS. Mais c'est pareil. On pourrait se poser la question. Et d'ailleurs, nous, dans le service, quand il y a une petite rupture de l'APS, une rupture partielle, on n'infiltre plus les APS non plus.
s'ils sont pré-fissurés fissurés ou pré-rompus, on les affiltre plus non plus, même l'APS. Mais c'est moins important. C'est moins important que le tendon d'Achille, je pense. Et je suis d'accord avec toi, Martin. Bah, écoute, je crois que tu as fait Ouais, c'est bon? C'est bon, non? Top. Merci beaucoup. Merci. Pour les chirurgical. Bah, si vous le dites. Si vous le dites, peut-être. Moi, j'avais entendu qu'il pouvait. Enfin, j'ai lu. Après, je suis pas orthopédiste, hein, donc c'est vraiment mon avis de radiologue. Hein. Et j'ai relu même hier soir que c'était botte plâtrée pendant 4 à 6 semaines, mais voilà, on peut discuter de l'intérêt d'une chirurgie. Je sais pas, je peux pas me permettre de discuter de ça. Alors désolé, j'ai été tout début quand il y a beaucoup d'œdème osseux. Alors je finis juste par ça, après on s'arrête parce que mes enfants vont tout casser chez moi sinon. En gros, l'œdème osseux, c'est pas du tout spécifique. La présence d'œdème osseux, c'est pas du tout spécifique d'aponévropathie, d'atteinte inflammatoire. L'atteinte étendue, c'est assez spécifique, mais il faut vraiment que le tendon soit normal. Si on a un tendon qui est très pathologique, on peut absolument pas dire que c'est rhumatismal, même devant un œdème osseux très étendu. Voilà. Et avec Laetitia, la semaine prochaine, on va faire les cas cliniques du genou. Hein, Laetitia? Ouais. La semaine prochaine, dans 2 semaines. OK? Ah, Guillaume. Ah bah merci, Guillaume. Merci. Voilà, un avis de spécialiste. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, merci, Guillaume. Merci. Beaucoup. Allez, merci à tous. Au revoir. Et pour quand les cas cliniques du genou, s'il vous plaît? Bah, je sais pas. Vous aurez le programme la semaine prochaine. Ce week-end, le programme de tout. D'accord. OK. Merci. C'est rien. Au revoir. Au revoir.